Pour beaucoup d'entre nous cette année, on est passé à côté d'un championnat qui a déboulé sans trop rien dire, la F1 Academy. Il s'est terminé pendant le week-end de la Formule 1 à Austin au Texas, aux États-Unis, et on a été presque pris de court si on n'était pas très attentif. Alors ce championnat de F4 féminin s'est déroulé sur 7 meetings et a couronné Marta Garcia qui ira en FRECA l'année prochaine. D'ailleurs pour 2024, la F1 Academy va monter en puissance avec une diffusion en direct des courses, ce qui n'a pas été le cas cette année, pour plein de raisons plutôt juridiques, tu vois. Le moment parfait pour vous parler d'un sponsor que j'utilise et vous recommande depuis plus d'un an, CyberGhost VPN. Alors CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. C'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. CyberGhost VPN vous sert à masquer votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. Vous pouvez vous géolocaliser dans plus de 91 pays pour regarder la F1 depuis la Belgique ou la Suisse par exemple. J'avoue que ça m'a été assez utile à Bahreïn pour regarder la F1 depuis le Wi-Fi quoi. Sinon j'étais marron, je pouvais pas. Ça vous servira également pour débloquer tout le contenu de 35 plateformes de streaming et vous pourrez regarder toutes les compétitions sportives en live diffusées sur des chaînes étrangères comme pour le tennis, le football, le MMA et d'autres sports. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, iOS, Linux, les Smart TV et même les consoles. J'ai appris ça donc je trouve ça assez ouf. Vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents en simultané et donc régaler toute la famille là-dessus. Avec le lien en description, vous avez CyberGhost VPN avec 83% de réduction et 4 mois offerts, soit un prix de 2,03 €. Vous avez aussi 45 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait, donc vous n'avez rien à perdre. Et encore une fois, merci CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Les équipes de F1 seront toutes de la partie dans ce championnat en 2024, quand on verra les premiers pas de Marta Garcia en FRECA chez Prema, c'est pas rien non plus. Cela donne évidemment un air de déjà-vu avec la W Series et Jamie Chadwick. Alors est-ce que la F1 Academy pourra réussir là où la W Series a échoué? C'est complexe, mais c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui en vidéo. La F1 Academy est donc un championnat de F4 réservé aux femmes. Les pilotes roulent au volant de F4 Tatus légèrement modifié sur les ailes avant et arrière qui leur donne un look de petite Formule 1 hyper stylé je trouve. Presque jaloux de ne pas avoir eu ça au GP Explorer. Complètement. Bref, sinon, rien de très révolutionnaire, 170 chevaux pour un peu plus d'une demi-tonne sur la balance, c'est la monoplace par laquelle on commence le sport auto. Quelques réglages assez simples, notamment sur les suspensions par exemple, qui sont faisables sur la voiture en fonction évidemment des circuits où tu vas te rendre. Bref, c'est la même voiture globalement que celle du championnat de F4 italien et de d'autres championnats parce que la Tatus est beaucoup utilisée. Pour rappel, en France, nous on a une Mygale et non pas une Tatus en championnat de France F4. Elles répondent toutes les deux à la réglementation de la FIA qui est en vigueur depuis 2021 ou 2022, je sais plus. Pour ce qui est du championnat en lui-même, alors il s'organise sur 7 meetings de 3 courses chacun, soit un total de 21 courses disputées dans la saison. On a vu la finale à Austin et en direct, mais les autres courses, la F1 Academy n'a que rarement suivi le cirque de la F1 en tant que course support. Je crois même quasiment pas du tout. On note que les pilotes se sont affrontés quand même sur de beaux circuits, pour la plupart internationaux. Pour le format, ils ont eu le droit à 2 séances d'essai libres de 40 minutes à chaque fois, donc ça fait pas mal de roulage. Puis 2 qualifications de 15 minutes, 2 courses de 30 minutes et une course de 20 minutes. Je rentre pas dans le détail de comment ça s'organise, etc., ni l'attribution des points au championnat, mais ça fait quand même pas mal de roulage sur le week-end, donc pour les pilotes, c'est très cool, ça permet de beaucoup rouler, d'engranger de l'expérience, et donc ça, c'est primordial. Et puis il y a aussi beaucoup de manières de prendre des points, la pole position qui rapporte 2 points, le meilleur tour en course, le barème de points en fonction des courses sprint, courses longues, etc. Bref. Parfait, bon maintenant il faut remplir la grille, et il y avait quelques têtes qu'on pouvait connaître si on avait été assez assidu sur la W Series, autrement, les noms vous parleront peut-être
un petit peu si vous suivez les catégories juniors, sinon c'est un peu compliqué. 15 voitures sur la grille, toutes exploitées par les grandes équipes de catégorie junior, à savoir Prema, ART, MP Motorsport, etc. par exemple. Finalement, 15 voitures, ça fait pas beaucoup. Bon alors c'est donc Marta Garcia qui a remporté le championnat. La pilote espagnole avait fait un peu de F4 espagnol avant de faire beaucoup de W Series depuis 2019. On l'a jamais vraiment vu performer de fou furieux avant cette année. Pour cause, on parlait beaucoup plus de Jamie Chadwick, Alice Powell, etc. Alors cette année, 7 victoires en 21 courses, 2 fois en dehors du top 6 ou 7 je crois, c'est une très belle performance parce que y a juste énormément de régularité, donc bravo. Sa dauphine, la Suissesse Lena Bühler, a fait aussi de la F4 espagnole et un petit peu de fracas avec RSGP avant de venir en F1 Academy. Alors la voir se battre pour le championnat à ce niveau, c'est finalement pas très surprenant. Elle n'a pas autant roulé que d'autres sur la grille, donc P2 au championnat, ça dénote quand même un bon coup de volant et surtout la bonne formation que l'on connaît pour les pilotes qui passent par RSGP, notamment en FRECA. C'est là où est passé Piastri, je crois, notamment, donc voilà. Et enfin, la P3 du championnat, Hamda Al-Kpaisi, pilote d'Abu Dhabi, qui a pas mal roulé en F4 et aussi en formule régionale, que ce soit en Asie ou en Europe. 160 courses, je crois, en sport auto, si je dis pas de bêtises. Ça commence à faire un sacré budget, mais ça n'a pas l'air d'être une contrainte pour elle, donc tant mieux. On a quand même 9 pilotes qui sont montés sur la plus haute marche du podium, donc c'est pas rien. On a eu quand même de belles batailles, on a eu un beau spectacle en règle générale, vous pourrez revoir ça sur toute la chaîne YouTube de la F1 d'ailleurs. Et puis on a vu pas d'énormes dingueries affolantes ou terrifiantes, quoi. En fait, on a eu de la course, on a eu des collisions, des erreurs, comme il en arrive en F4 dans tous les championnats. Je dirais même que, au contraire, tout le monde a été plutôt assidu. On n'a pas eu des pilotes qui se sont mis dans le mur en partant pour le Tour de Chauffe, comme l'année dernière à Valence en F4 France. Pour ne citer que ce genre de dinguerie. Et c'est pas que en F4 France, hein, c'est aussi dans d'autres championnats. Le niveau reste tout de même assez hétérogène, mais ce n'est pas spécialement surprenant. On a une belle qualité de championnat en tant que tel, c'est propre. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment performant ou pas? Et alors ça, on va en discuter un peu plus tard dans la vidéo. La grosse nouveauté en 2024 sera la présence de chaque équipe de Formule 1 avec une voiture à leur couleur sur la grille de départ de la F1 Academy. Alors au moment où j'enregistre la vidéo, seule Bianca Bustamante a été signée et confirmée par McLaren pour l'année prochaine de manière officielle. Devrait suivre naturellement Abby Pulling pour Alpine qui est déjà dans le programme Racer ou encore probablement Lena Bühler qui elle était déjà dans l'académie Sauber Alfa Romeo, mais pour les autres écuries il va falloir s'atteler à trouver une pépite féminine. Et malheureusement on n'a pas spécialement l'impression qu'il y avait une envie incroyable de la part des équipes à venir en F1 Academy. On a plutôt l'impression que les équipes de F1 ont été plutôt contraintes à venir en F1 Academy. Alors évidemment, quand on voit l'exemple de la W Series qui a tenu quelques années avant de se planter par manque de financement, et un modèle économique qui est plutôt discutable ou du moins qui n'est pas viable sur le long terme parce que on payait tout aux pilotes, on peut comprendre que les équipes de F1 qui vont dépenser du pognon y aillent un petit peu à pas de fourmi pour se dire on espère que ça va pas se foirer. De plus, la W Series n'a finalement jamais réussi à sortir une pilote qui aille plus loin que la FRECA ou la F3 FIA. Jamie Chadwick a fait effectivement de la FRECA avant de revenir bredouille pour refaire une saison, même peut-être 2 saisons de W Series. Il faut aussi prendre en compte que les budgets deviennent de plus en plus chers, car on a de plus en plus de jeunes qui veulent devenir pilotes, et naturellement, tout est plus disputé et donc plus cher. Et par la même occasion, le niveau général de toutes les catégories augmente parce que y a juste plus de monde. Mais revenons à la F1 Academy, car ça pourrait bien réussir là où la W Series a échoué. Premièrement, ça roule en F4, donc ça coûte bien moins cher à exploiter, et c'est aussi une très bonne voiture pour apprendre la monoplace plutôt que d'aller directement dans une F3 qui est quand même plus difficile, surtout une F3 régionale. Deuxièmement, c'est un championnat organisé et médiatisé par la Formule 1 elle-même, avec la puissance organisationnelle et la force médiatique qu'elle a. Si la F1 Academy est correctement intégrée au championnat que gère la F1, donc c'est-à-dire la F2 et la F3, et puis les histoires qu'elle raconte, on est plutôt sur un bon chemin d'avoir à la fois du public, des sponsors et donc du pognon. Et le pognon, c'est le nerf de la guerre en sport auto. Troisièmement, avoir la représentation directe en piste de toutes les équipes de Formule 1 permet d'avoir une lecture plus nette et plus habituelle pour un spectateur qui est peu connaisseur. C'est un petit peu comme en Formule 2 et en Formule 3 avec les pilotes dans les académies qui roulent aux couleurs de leurs équipes. Ça marche pas trop mal en vrai, mais il faudrait faire une vidéo dessus, je pense, pour vraiment avoir votre avis tout simplement là-dessus.
Alors ouais, en F2, je crois qu'il y a 4 Red Bull. Ça fait beaucoup là, non? Qu'on n'arrive pas du tout à différencier facilement, donc ça fout un peu le bordel, mais ce sera pas le cas en F1 Academy pour le coup, puisque c'est une voiture par équipe. Enfin, quatrièmement, il y a un accord avec la FRECA désormais pour faire entrer une 4e voiture pour une équipe de pointe si elle signe l'une des 3 premières de la F1 Academy. Donc on a en théorie un bon baquet d'assurés, ce qui était loin d'être fait du temps de la W Series, mais qui finalement a été le cas avec Jamie Chadwick. Elle a été la 4e voiture de Prema pendant sa saison en FRECA. Sur le papier, c'est plutôt solide, mais on va voir si dans la pratique, ça arrive à faire mieux que la W Series, et pour ça, je suis un petit peu plus sceptique. Parce que le modèle du championnat est pour moi incomplet au mieux, au pire une complexe pirouette marketing pour forcer un changement dans les mentalités. Et forcer un changement dans les mentalités, c'est pas bon. Un changement de mentalité, ça se fait pas en forçant, ça se fait naturellement. La F1 Academy, donc, sur le papier, ça a l'air un petit peu mieux que la W Series, on a vu ça juste là. Cependant, ça reste sur le même modèle que la W Series, la gagnante se doit naturellement d'aller dans une catégorie au-dessus. En l'occurrence, Marta Garcia a préféré faire de la FRECA, alors qu'elle pouvait, je crois, en théorie, aller en FIA F3 directement. Alors, je suis pas totalement contre, mais la FRECA est l'un des championnats les plus disputés au monde, que je mettrais peut-être même devant la FIA F3 en termes de niveau. C'est pas naturel dans la hiérarchie, mais dans la pratique, je pense que c'est plutôt comme ça. Alors la FRECA est un championnat vraiment difficile. On a des F3, mais pas de DRS sur les voitures. Les voitures pardonnent moins que les FIA F3. Elles sont un peu plus physiques, elles sont un petit peu plus compliquées à comprendre et à optimiser qu'une FIA F3. Et c'est ce que me confiait Esteban Masson, qui a fait de la FRECA et qui a fait un peu de roulage aussi en FIA F3. Bref, c'est vraiment le talent du pilote qui s'exprime en FRECA. En général, si vous êtes vraiment bon dans cette catégorie, le reste, ça se passe bien pour vous, pour la FIA F3 et la FIA F2, si jamais même vous n'avez pas besoin de FIA F3. C'est un championnat qui donne un vrai tampon d'approbation dans le milieu du sport auto. Sauf que la FRECA n'est pas un championnat support de la F1, que son exposition médiatique est tout à fait limitée et que sortir de l'écosystème de la F1 ne paraît pas être une si bonne décision de mon point de vue. En FIA F3, vous êtes sur les week-ends de la F1 toute la saison. Donc, vous avez une exposition médiatique qui est énorme. Les équipes sont assez confirmées, il faut tout de même un budget d'1,5 million d'euros à peu près pour être à l'aise. Combien ? Entre la saison, les séances de roulage, peut-être un petit peu de F3 asiatique, etc. Alors, je sais pas si le niveau est plus élevé en FIA F3 plutôt qu'en FRECA. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même un avantage pour la FRECA. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui regardent justement les catégories juniors de manière vraiment assidue. Marta Garcia sera donc chez Prema pour une saison en FRECA avec une 4e voiture comme l'avait eu Chadwick. Maintenant, il faudra faire mieux que ce qu'avait fait la pilote britannique justement. Elle avait fait P9 contre les P1, 2, 3 de ses coéquipiers de l'époque. Et ça va pas être une mince affaire pour Marta Garcia. Donc, à surveiller. J'ai retourné le problème dans tous les sens et je pensais que mon avis n'avait pas changé sur la W Series ou la F1 Academy, hein, c'est à peu près la même chose. Et finalement, il a quand même évolué, mais il y a toujours des points qui m'exaspèrent. Créer un championnat féminin dans un sport mixte, c'est ce que l'on est censé appeler de la discrimination positive. Alors, une discrimination n'a rien de positif, c'est toujours au détriment de quelqu'un, quoi qu'il arrive. Alors faire la différence entre hommes et femmes dans un des seuls sports où de base on ne fait pas cette différence une fois dans la voiture ou le casque sur la tête, ça a toujours tendance à moi m'énerver au plus profond de moi. Sportivement parlant, on ne rend pas service aux femmes qui font la F1 Academy en les isolant dans un championnat. Pire, on les écarte des catégories où on aimerait justement les voir performer et où le niveau par logique est plus élevé à cause de la taille de l'échantillon. Culturellement parlant, il y a énormément d'hommes qui veulent faire du sport automobile par rapport au nombre de femmes. Si on prend un échantillon de 1000 pilotes, on va en avoir 950 qui seront des hommes, probablement 50 qui seront des femmes. Ça se retranscrit très bien d'ailleurs sur les données de ma chaîne YouTube. Vous êtes 95% à être des hommes et 5% à être des femmes, et ça augmente un petit peu pour la part des femmes d'année en année. Bon, sur ces 1000 pilotes, hommes et femmes compris, on va avoir 1% qui va aller entre guillemets loin jusqu'en F2 admettons. Ça va donner 9 ou 10 garçons et 1 ou 0 femmes.
c'est juste de la probabilité basique. Un championnat féminin aura par conséquent un niveau moins élevé de par la taille de l'échantillon de base, vu qu'on a moins de femmes globalement qui veulent faire du sport auto. On les enferme dans un championnat où elles vont finalement moins progresser que les autres. Et là est tout le problème, la marche entre la F1 Academy et les autres catégories est énorme et trop conséquente de mon point de vue. On verra si Marta Garcia déjoue les pronostics, mais en frais cas, ça va être hyper violent, je trouve. En revanche, la F1 Academy, ni même la W Series ne sont des séries obligatoires pour les pilotes féminines. S'il y en a qui veulent faire de la F4 italienne, go, on ne va pas les y empêcher, et tant mieux. La F1 Academy a coûté 150 000 € aux pilotes cette année, et ce sera 100 000 € l'année prochaine. C'est à peu près ce qu'il faut débourser pour faire la F4 France. Alors pourquoi c'est plus intéressant la F1 Academy? Parce que les pilotes payent quand même leur baquet, ce qui n'était pas le cas en W Series. Et parce que vous avez un niveau somme toute assez faible, donc plus de chances d'aller chercher le titre, et en plus de cela, vous avez une exposition médiatique qui est absolument énorme, en plus d'avoir un pied dans une écurie de F1 aussitôt dans votre carrière. Il n'y a que des avantages à aller en F1 Academy si vous êtes une femme. Mais encore une fois, et c'est le revers de la médaille de la F1 Academy, c'est que c'est peut-être pas vous rendre service pour la suite de l'aventure si vous n'êtes pas soutenu comme il se doit, et que vous devenez plus un atout médiatique et marketing qu'une pilote et une athlète de haut niveau. Alors la F1 Academy n'est pas une fin en soi, et elle ne l'a jamais été, tout comme la W Series. Mais justement, le boulot qu'il faut faire après le championnat n'a jamais été fait correctement et jusqu'au bout. Je réitère mon avis d'il y a 2 ans, voire plus, au lieu de faire un championnat de monoplace, faites une équipe féminine de monoplace où on sait que les pilotes vont se battre contre les meilleurs de leur région, voire du monde. Sportivement parlant, on s'améliore en se confrontant toujours à plus fort que soi. Donc à moins que ce soit des Piastri ou des futurs Lewis Hamilton, et ça serait tout aussi génial, on les verra vraiment s'améliorer, et ça coûterait moins cher que de créer un championnat tout entier. Je trouve l'équipage des Iron Dam bien plus inspirant et touchant sportivement en tant qu'équipe, et pas forcément parce que ce sont des femmes, mais parce que ce sont des pilotes. 3 pôles en WEC, et finalement une victoire sur la dernière course, ça m'a fait tout autant plaisir que de voir un podium d'Esteban Ocon ou de Pierre Gasly cette année. Vraiment. Parce que c'est tout ce qu'il y a derrière, le travail, le mental, ne jamais rien lâcher. C'est une histoire qui est magnifique, c'est une histoire magnifique de pilotes, et pas spécialement de femmes. Le fait que ce soit des femmes, c'est un plus, c'est un bonus. Et de même, quand on voit Lilou Wadou prendre le volant de l'hypercar de Ferrari, c'est exactement le même feeling que de voir Isaac Hadjar faire une FP1 chez AlphaTauri. Pareil quand on voit le parcours de Dorian Pain, c'est ouf. Les Iron Dam et les autres programmes de la FIA montrent qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un championnat 100% féminin pour avoir des pilotes féminines au plus haut niveau et performer. Ma question est la suivante pour la jante féminine qui regarde donc cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de la F1 Academy? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous trouvez que cela est nécessaire pour apprécier le sport auto ou la Formule 1? En tout cas, pour ma part, je regarderai la F1 Academy l'année prochaine. Parce que tout simplement, en vrai, ça va être un peu plus facile d'accès que la W Series, et pourtant la W Series c'était sur YouTube. Mais comme ce sera pendant un week-end de Formule 1, raison de plus pour regarder une autre catégorie junior.